Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est ravis avec Caroline d'être parmi vous ce soir pour cette fameuse conférence sur la naissance, sur laquelle on a pris beaucoup de plaisir à concevoir cette conférence sur les 2 dernières années. Donc, on s'est quand même appliqué. Et cette conférence fait suite à une autre conférence qui est sur le thème de la conception et qui est déjà accessible sur YouTube. Donc ce soir, on va vous parler de l'apport de la psychogénéalogie et de l'ostéopathie en gynécologie dans cette période si particulière autour de la naissance. On vous donnera des outils très simples à mettre en place pour justement retrouver votre état d'unité du corps et de l'esprit qui sont nécessaires justement pour donner naissance à son enfant en toute confiance. On échangera avec vous sur nos expériences professionnelles et personnelles. Et puis voilà, et du coup, je me présente, je suis Hélène Mouchin, masseur kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée en ostéopathie gynécologique et endocrinologique. Et à présent, professeure de Tao pour l'école du Tao de la vitalité. Et du coup, je vais vous présenter ce soir la physiologie du corps lors de la grossesse, de la naissance, et vous expliquer justement comment vivre ces moments le mieux possible, dans la confiance, le plaisir et la joie. Voilà. Et je vous transmettrai des outils très simples pour vivre tout ça comme il faut. Bonsoir, je suis Caroline Lemonnier, je suis psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle à Lavore depuis une dizaine d'années. J'organise des stages de week-end ou des conférences et aussi des ateliers mensuels. Ça peut vous intéresser pour travailler pendant une année sur votre inconscient familial et votre clan. Donc moi, je vais vous parler des principes généraux de la psychogénéalogie. Après, je vous parlerai de la grossesse, du projet sens, c'est-à-dire grossesse, naissance, accueil de l'enfant dans la famille, place dans la fratrie. Et aussi, je vous dirai quelques petites choses sur les prénoms parce que je trouve que c'est intéressant. Donc avec Hélène, on avait envie de faire cette conférence aussi parce qu'on s'est aperçu dans notre pratique que l'alliance des deux, l'ostéopathie, le côté physique et physiologique d'Hélène et le côté psychogénéalogique et psychologique de mon côté, ça faisait des super résultats. Aussi bien pour la conception, je pense que même pour la naissance et pour ce passage qui est vraiment très important dans la famille. Et donc, on avait à cœur de partager notre vécu. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que les conférences ont mis 2 ans aussi. Donc, cette conférence, elle va être en 3 parties. Tout d'abord, il y aura une partie sur la grossesse. Après, il y aura une partie sur la naissance. Et après, ça sera postpartum, donc l'après-naissance. Moi, en ce qui me concerne, je vous donnerai aussi des questions que vous pourrez noter, si vous voulez, pour travailler sur votre propre projet sens. Ça vous permettra aussi de travailler sur vous, en même temps que sur vos enfants. Et donc, cette conférence va durer à peu près 1h45. Et après, vous pourrez bien sûr poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Donc maintenant, je vais repasser la main à Hélène qui va commencer avec la grossesse. Voilà, donc ce moment si particulier de la grossesse qui va être vécu de façon parfois complètement différente d'une femme à une autre. Pour certaines, elles sont totalement épanouies, pour d'autres, c'est juste le cauchemar. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et que raconte, pourquoi on vit autant de montagnes russes émotionnelles lors de cette période. Et qu'est-ce que nous raconte notre corps à ce moment-là. Donc ce corps qui va rencontrer un autre corps porteur d'histoire pour créer une nouvelle histoire. Donc il y a beaucoup d'histoires qui se mettent en place. Et donc on verra ensemble justement qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal et qui explique justement ces changements d'humeur, ces altérations de notre état d'être en définitive. Donc, en 2 mots, je vais vous expliquer ce qu'est l'ostéopathie et sur quoi elle travaille justement au cours de la grossesse. Donc, on s'appuie sur 2 grands principes en ostéopathie. Le premier, c'est que le corps humain, il est indissociable. On ne peut pas séparer une partie d'une autre. Tout communique avec tout.
Et c'est exactement la même chose dans le cadre de la grossesse où finalement la maman elle va communiquer avec son bébé, puisqu'il fait partie de son corps à ce moment-là. Et bien sûr, le deuxième grand principe, c'est que la mobilité définit la fonction. Donc là, si vous avez un bras qui n'est pas mobile, forcément il n'est pas fonctionnel. Et dans le cadre des glandes hormonales et des organes, c'est exactement la même chose. S'ils ne sont pas mobiles, ils seront moins fonctionnels. Et donc peuvent entraîner des troubles justement de l'humeur. Donc ce qui fait que tout communique ensemble, c'est ces fameux fascias. Donc ces fascias, c'est un peu comme une grande toile d'araignée qui nous compose et qui vont justement assurer cette communication de toutes les parties de notre corps entre elles. Donc si vous avez vu Avatar, c'est exactement la même chose. Au début du film, là, la scientifique, elle se rend compte que la nature, tout communique avec tout. C'est exactement la même chose qui se passe dans notre corps. Tout communique avec tout via ces fascias. Et donc la maman interagit en permanence avec son enfant. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces fascias ils vont être dépendants de notre hygiène de vie. On est fait de 70% d'eau, c'est pratiquement que de l'eau. Donc si on ne boit pas assez d'eau, forcément ils vont être un petit peu plus secs. Si on a une hygiène de vie alimentaire qui n'est pas forcément excellente, forcément ça va impacter justement cette mobilité des fascias et donc impacter les fonctions hormonales. Et ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que ces fascias, ils sont surtout porteurs de mémoire. Tout ce que vous avez pu vivre de traumatique physique se retrouve dans votre corps, mais aussi le traumatisme émotionnel. Voilà. Donc la mobilité de nos organes et de nos glandes hormonales va être assurée par quatre grands moteurs, principalement le périnée, le diaphragme thoracique, le diaphragme sous-lingual et le diaphragme crânien. Donc c'est grâce à ces pompes qui vont se contracter, se relâcher, que tous les organes vont être bien vascularisés, bien innervés pour justement assurer notre santé, notre état d'être, notre bonne humeur, notre sens de l'humour et tout ça. Donc au cours de la grossesse, c'est particulier puisque le bébé va prendre de plus en plus d'espace. Et au fur et à mesure, du coup, les glandes hormonales et les organes risquent de perdre en mobilité. Et en plus de ça, ça s'appuie sur ces fameux diaphragmes. Donc s'il y avait un état de tension au préalable, forcément, il va vraiment être mis en lumière lors de la grossesse. Donc au cours du premier trimestre, c'est déjà le balai hormonal. C'est-à-dire que dès le tout début de grossesse, il y a les bêta-HCG qui vont être sécrétés en grande quantité pour permettre justement au bébé de s'implanter. Donc le foie, il va travailler énormément à ce moment-là, il va sécréter beaucoup d'hormones et du coup générer parfois des états de nausée puisqu'il travaille énormément et en plus de ça, on va souvent se sentir fatigué à ce moment-là. Et donc notre corps déjà, il nous invite à ralentir. Donc là, c'est vrai que le premier trimestre, en général, je pense que si vous l'avez passé, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc en ostéopathie, notre objectif, ça va être d'assurer justement cette bonne mobilité diaphragmatique pour permettre justement aux glandes hormonales et aux organes d'être bien vascularisés, bien innervés. Et bien entendu, puisque c'est pendant le sommeil qu'on va s'auto-guérir, s'auto-régénérer, on va vraiment travailler sur la mobilité de ce fameux diaphragme crânien. Parce qu'en fait, le crâne, c'est comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle et qui va permettre à notre cerveau en dessous d'être bien vascularisé, bien innervé. Et les glandes à l'intérieur de notre cerveau, la glande pinéale notamment, va pouvoir régénérer tout votre corps pendant que vous dormez. Donc le sommeil, c'est très très important et encore plus pendant qu'on crée la vie. Et cette mobilité du crâne, elle risque d'être impactée si on a les mâchoires trop serrées. Donc, je vous ai mis une petite vidéo sur YouTube pour savoir comment justement relâcher ces muscles de la mâchoire qui sont intrinsèquement reliés aux muscles du périnée. Plus vous avez la mâchoire serrée, plus votre périnée sera serré. Petit rappel. Voilà. Du coup, pour les deuxième et troisième trimestres, le balai hormonal continue. Et là, du coup, c'est la progestérone qui va prendre le relais et permettre justement aux muscles lisses de se relâcher pour que le bébé il prenne vraiment sa place. Et cette hormone, elle est magique puisque c'est vraiment celle qui va vous permettre de vivre dans un état de plénitude et de confiance accrue, justement, au cours de cette période. Les œstrogènes, quant à eux, ils vont permettre justement cette augmentation du volume sanguin dans le corps et permettre du coup au bébé de flotter justement dans cet océan primordial et de nous transformer en eau petit à petit. Donc en ostéopathie, sur ce deuxième et troisième trimestre, c'est vrai que le bébé, surtout sur un premier bébé, c'est un peu un paquet de cacahuètes sous vide. Donc l'idée, ça va être
de redonner de l'espace au bébé et justement de transformer ce petit studio kitchenette en T2, T3, T4, T4. Ça serait pas mal, voilà. Donc on recentrera le bébé si jamais il est de travers, on le remettra bien en place dans le ventre de la maman. Et pour certaines femmes qui ont des utérus contractiles, on a des techniques justement spécifiques justement en cas de risque d'accouchement prématuré et on utilisera ces techniques-là. Et donc finalement, c'est là qu'on va commencer justement à travailler sur le périnée pour permettre à cette patiente, à cette femme, de s'ouvrir en toute confiance le jour de la naissance. Et c'est là justement qu'on va travailler en ostéopathie gynécologique. Donc c'est vrai que dans cette première séance, on va revoir la structure et les patientes, en général, on les reverra en seconde intention pour travailler en ostéopathie gynécologique. Donc il existe des techniques par voie interne et par voie externe. Ce soir, je vais vraiment développer plus les techniques par voie interne qui sont quand même un peu plus spécifiques et qui tiennent un peu mieux dans le temps. Donc la patiente est prévenue que ça ne fera pas mal, puisque l'objectif des séances est de relâcher et d'étendre les tissus, donc à aucun moment on va aller dans la douleur, qu'à tout moment elle pourra arrêter la séance et qu'il n'y a absolument aucun risque par rapport à son bébé, puisqu'on est beaucoup plus méticuleux que lors d'un rapport sexuel. Donc voilà, je vous remontre que voilà, tout est interconnecté, et donc là, vous voyez, la sphère pelvienne ne fait pas d'exception, tout est interconnecté. On peut voir que la vessie est interconnectée avec l'utérus et avec le rectum et avec le coccyx. Donc c'est un peu comme une cordée d'alpinistes en fait, c'est cette région pelvienne. Sauf que là, il y a un des alpinistes, l'utérus, qui va prendre 100 fois son volume à un moment. Donc forcément, il crée un petit peu de désordre. Donc l'idée, lors des séances en ostéopathie gynécologique, ça va être déjà dans un premier temps de libérer la vessie, qui risque d'être franchement écrabouillée, de créer justement des envies d'uriner très fréquentes, voire permanentes. Donc on va relâcher les tensions au niveau de la vessie, on va la remonter pour qu'elle ne soit pas dans le chemin le jour de la naissance et justement permettre justement ce meilleur confort. Après, on va travailler justement sur la position du col et du corps utérin. Alors là, je vous ai fait un tout petit utérus. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, le col, donc là, voilà le col. Quand l'utérus, il est justement en début de grossesse, le col, il est long à peu près comme ça. Mais il est possible que ce col, il soit de travers, qu'il soit en avant, en arrière. Donc l'objectif, là, ça va être de recentrer ce col pour remettre le tunnel en face de la lumière, tout simplement. Voilà. Donc au début, il est dans un grand château. Puis après, c'est là qu'il se retrouve dans le studio kitchenette sur la fin de grossesse. Voilà, merci beaucoup. Et enfin, on libérera les ovaires et les trompes, puisqu'en fait, c'est grâce à la mobilité des ovaires qu'on aura justement cette bonne chimie hormonale, cette sécrétion d'œstrogène, de progestérone, tout ça, ça dépend aussi de la mobilité des ovaires. Donc c'est sûr que c'est toujours plus simple de libérer les ovaires en début de grossesse, parce qu'au 9e mois, on a du mal à y accéder un petit peu. Voilà. Et bien sûr, pour que tout ça, ça tienne dans le temps, on travaillera sur les tensions du périnée. Il faut savoir que le coccyx, c'est la clé de voûte du périnée. Donc ça sera très important de revoir sa position pour s'assurer qu'il ne soit pas aussi dans le chemin le jour de la naissance. Voilà. Et c'est là justement qu'on va travailler sur ce fameux périnée, très important. Donc en latin, périnée, c'est perineus, ce qui veut dire autour du temple, autour des ancêtres. Donc pour dire l'importance qu'il a, ce périnée. Et donc, voilà, il y a un dicton qui dit que la femme occidentale, elle est préparée à faire naître son enfant aussi bien que de courir un marathon en escarpin. Donc, on est en train d'évoluer, mais on va encore faire mieux, quand même. Donc là, l'idée, c'est que la patiente, elle puisse connaître son périnée avant de faire naître son enfant, parce que c'est quand même dommage de découvrir son périnée quand il s'agit de le rééduquer après la naissance. Donc ce périnée, il a 3 rôles principaux, un rôle moteur, un rôle nourricier et un rôle de soutien. Donc j'aime bien cet exemple-là de la voile de bateau pour le rôle moteur parce que c'est exactement ça. Il faut que la voile elle soit ni trop relâchée, ni trop tendue pour avancer sur l'océan. Et là, dans le cadre de la grossesse, le bateau il est lesté. Donc si la voile elle était trop tendue, c'est sûr que ça va mettre en lumière que déjà c'était trop tendu, que ça ne pouvait pas avancer correctement sur l'océan. Et dans ces cas-là, on risque d'avoir des problèmes de constipation, des problèmes d'hémorroïdes, et voilà.
Et dans l'autre cas, si la voile elle est trop détendue, là on va vraiment avoir ce bébé qui va peser sur le fond du bassin et donc peut-être souffrir de pesanteur, peut-être de petites fuites également. Donc finalement, voilà, notre passager dans notre bateau nous met en lumière finalement ce qu'il va falloir travailler au cours de la grossesse. Il a également un rôle nourricier, ce périnée. On peut imaginer finalement qu'on est un petit peu tel un arbre et qu'à partir de notre nombril, il y a toutes nos racines qui vont descendre pour nous ancrer dans la terre. Donc c'est un lieu en fait de passage vasculo-nerveux très 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 important, le périnée. Et donc avec le bébé au milieu, il est possible que certains vaisseaux, certains nerfs soient compressés. Ce qui entraîne finalement des choses assez fréquentes, type sciatalgie, cruralgie, au cours de la grossesse, des sensations de jambes lourdes, d'où l'importance de redonner de l'espace à cette maman et à ce bébé pour éviter justement ces compressions. Donc pour certaines femmes qui ont un périnée bien équilibré, ce bébé, ça va leur permettre au contraire d'être encore plus ancré, d'être encore plus en rapport avec la terre, donc encore plus dans l'instant présent. Et enfin, il a un rôle de soutien. C'est comme un fauteuil, ce périnée. Donc il y a tout type de fauteuils, il y a des fauteuils design, il y a des fauteuils un peu bancal, et là c'est la même chose. Si le fauteuil il est un peu bancal et qu'on n'est déjà pas très bien installé à sa place, le bébé sur nos genoux, ça va encore mettre en lumière le fait qu'on n'est pas forcément bien à notre place. Donc encore un beau cadeau à explorer, ce fameux périnée. Donc la libération tissulaire, elle va permettre justement comme je vous l'ai dit juste avant, de relâcher ce diaphragme pelvien, cette pompe, pour que les organes soient bien mobilisés, bien vascularisés et donc assurer un bon équilibre hormonal dans lequel on va être de bonne humeur et voilà, pleine de bonnes énergies. Elle permettra surtout, justement, ce travail en intrapelvien va permettre justement de mettre en lumière l'histoire de nos tissus, l'histoire de nos fascias et justement mettre en lumière parfois des traumatismes physiques, mais aussi, comme je vous le disais, des chocs émotionnels, tout ce qui va changer notre vie de façon soudaine risque de se retrouver dans les tissus. Ça peut être une séparation, un décès dans la famille, un changement de vie soudain, on est obligé de changer de travail, changer d'endroit où on vit. Donc tout ça, ça se retrouve dans les fascias. Même si ce n'est pas vécu comme des chocs émotionnels, c'est des phases de grands changements. Et donc finalement, ce travail va nous permettre de réinitialiser ce disque dur qu'est le périnée. Et ce disque dur, il est loin d'être neutre quand on est, puisqu'en fait, on arrive au cours d'une histoire qui est déjà bien écrite. Et donc voilà, c'est là que justement, on va pouvoir mettre en lumière des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Ce travail va donc permettre justement de refaire la paix en fait, avec ce corps, de mieux l'entendre, pour retrouver justement cet état d'unité du corps et de l'esprit, justement pour s'ouvrir en conscience et en confiance, justement le jour de la naissance, et plus facilement guider son enfant. Plus on aura de conscience dans son périnée, plus on aura de facilité à le guider, puisqu'en plus on communique avec lui. Donc voilà, cette unité du corps et de l'esprit, elle passe par connaître son anatomie, connaître son périnée. Et donc c'est là que justement, c'est grâce à vos mains que vous allez pouvoir amener votre conscience dans votre périnée. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo sur YouTube sur l'automassage du périnée que toute femme, enceinte ou pas enceinte, pourra retrouver. J'ai également mis une vidéo spéciale préparation du périnée à la naissance dans laquelle je parle d'un petit ballonnet qui s'appelle Épinot. Et là, je voulais vous en parler d'Épinot parce que je trouve ça vraiment très très chouette. C'est vraiment un catalyseur de confiance. Donc la nature, elle est bien faite, elle a tout prévu pour que les tissus se relâchent bien, mais le jour de la naissance, c'est un peu comme un grand écart. On ne fait pas le grand écart tous les jours. Donc finalement, on peut tout à fait s'entraîner à faire le grand écart pour lâcher prise sur le côté tout à fait mécanique de est-ce que ce bébé passe dans mon bassin ? Parce que ça, c'est la grande question que toute femme est légitime de se poser. Est-ce que ça passe ? Donc grâce à ça, c'est un petit ballonnet qu'on va mettre au niveau du vagin et qu'on va gonfler en fait au fur et à mesure. Donc en général, on travaille sur les 2e et 3e trimestres. Et on va gonfler ce ballon pour justement, au fur et à mesure des séances. Donc au début, on le fait 1 fois par semaine, puis après 2 fois par semaine, puis après sur la fin de grossesse, on va le faire tous les jours. Et donc là, on va pouvoir au fur et à mesure augmenter ce diamètre pour qu'à la fin, on puisse sortir l'équivalent d'une tête de nourrisson. Donc on apprend en plus à pousser cette tête de nourrisson.
Et donc à partir de là, on peut arriver en confiance le jour de la naissance sur le côté tout à fait mécanique des choses. Donc c'est très pratique, c'est un catalyseur de confiance. Ça parle ou ça parle pas, hein, c'est pas forcé. Mais en tout cas, voilà, pour certaines qui ont vraiment des grosses peurs par rapport à ça, c'est vraiment super. Et en plus de ça, ça facilite le travail. Merci beaucoup. Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre... Après, il y a d'autres outils pour habiter son corps en conscience, notamment le yoga, qui est quand même très connu. Donc il y a tout type de yoga. Il y a des yogas hormonaux, type les 5 tibétains, où vraiment on va justement jouer sur ces autopompages des glandes hormonales. Il y a le Tao Yin Yoga. Donc là, c'est un yoga qui va vraiment refaire la connexion entre votre cerveau, votre cœur et votre bassin, recréer justement cet axe pour qu'au niveau hormonal, tout se passe au mieux. La méditation, bien entendu, c'est un grand secours pour vraiment retourner habiter son corps en conscience. Et là, je pense notamment à une méditation qui s'appelle la méditation du sourire intérieur, que je vous ai mis également sur YouTube, qui est une méditation qui est très connue et qui a l'avantage de réharmoniser tout le système hormonal, tout le système nerveux et tout le système viscéral. C'est un super beau cadeau à faire à votre corps et en plus de ça, ça fait des enfants rayonnants. Donc, il y a tout à gagner. Et enfin, voilà, bien sûr, on pourra travailler en psychogénéalogie en amont, peut-être de tomber enceinte ou pendant la grossesse, pour justement faire la paix avec son esprit et accueillir plus facilement les mémoires qui sont contenues dans notre corps. Et je laisse la main à Caroline. Donc la psychogénéalogie, ça nous vient de Anne Ancelin Schutzenberger, qui la première s'est rendu compte que la vie de nos ancêtres pouvait avoir un impact sur nos vies. Elle a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle « Aïe mes aïeux ». Donc elle dit que le vécu des ancêtres a un impact, évidemment. Alors on peut se demander comment. En fait, c'est les épreuves, les événements douloureux, tout ce qui a été traumatique, les deuils, toutes les situations difficiles qui laissent en fait des traces émotionnelles. Et c'est pas le traumatisme en lui-même qui se transmet. Si quelqu'un meurt d'un accident, votre arrière-grand-mère par exemple, vous n'allez pas être là. Mais par contre, peut-être que chez votre grand-père, il y aura une tristesse d'avoir perdu sa mère jeune, il y aura cette tristesse-là, vous l'allez retrouver chez votre mère, et peut-être aussi chez vous. Donc c'est la charge émotionnelle en fait qui est liée à ce trauma qui se transmet. Et donc, nous, on récupère cette charge parce que tant qu'elle n'est pas intégrée, travaillée, en fait, elle se transmet. Alors, elle peut se transmettre soit à la génération suivante, soit ça saute une génération. Donc, les grands-parents transmettent allègrement à leurs petits-enfants. Et donc, le travail en psychogénéalogie permet d'arrêter cette transmission. Parce que, bon, évidemment, toutes ces épreuves, ça génère, ça peut générer des blocages, des émotions, par exemple des peurs, de la colère, de la tristesse. Ça peut être des difficultés pour conduire un projet, ou ça peut être aussi être bloqué dans quelque chose, avoir des difficultés, être au pied du mur et pas savoir s'en sortir. Et comme il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, en fait, on va aller voir en psychogénéalogie les transmissions. Donc il y a 2 types de transmissions en psychogénéalogie. Il y a les transmissions conscientes. Ça va être par exemple par une décision ou par une ressemblance. Votre père vous a donné votre nom, ça c'est une décision. Ou votre mère, ça peut aussi être votre mère bien sûr. Aussi par exemple le langage. Toutes les croyances, les règles familiales vous viennent de vos parents ou de vos grands-parents. C'est pas forcément toujours conscient, mais en tout cas, il vous montre des choses. C'est comme quand on montre à un enfant comment faire du vélo ou comment dresser une table, par exemple. Ça, on montre à son enfant comment faire. Ça, c'est aussi une transmission. Ça peut être par héritage ou donation, par un acte notarié. Vous récupérez une maison ou un bien quelconque. Ça peut être aussi une caractéristique physique. Moi, dans ma famille, par exemple, on est grand, donc on se reconnaît un peu comme ça. Et ça peut être aussi un don pour la musique, la littérature. On parle souvent des familles d'artistes, des familles de musiciens, ou alors des familles de chanteurs ou d'acteurs, par exemple. Parce qu'évidemment, quand on grandit dans un contexte, on est pris par ce contexte et on est un peu... on intègre ce contexte même sans le savoir. Et après, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les transmissions inconscientes. Donc ça, les transmissions inconscientes, c'est... ça vient, comme je vous disais tout à l'heure, par un traumatisme qui laisse une émotion. Une femme, par exemple, qui a dans son inconscient familial une femme qui meurt en couche, elle peut avoir peur d'accoucher
ou peur de faire un enfant. Donc la psychogénéalogie va aider à aller regarder où est l'origine du trauma pour pouvoir le lever. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire bouger un peu les choses. Donc le travail en psychogénéalogie, ça va consister à aller voir dans la maternité chez les femmes de la famille, qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que se sont déroulées les maternités dans la famille? Est-ce que les femmes ont conçu des enfants facilement? Ou est-ce que ça a été des enfants précieux? Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Est-ce que il y a des femmes qui sont fertiles et qui font beaucoup d'enfants, ce qui peut aussi fatiguer et qui peut aussi donner une mauvaise image de la maternité, parce que ça peut aller jusqu'à l'épuisement. En tout cas, c'était le cas pour nos grands-mères qui faisaient plein d'enfants. Après, on peut aller regarder comment se passent les naissances. Est-ce que les enfants arrivent en bonne santé? Est-ce qu'ils sont séparés de la mère à la naissance? Est-ce qu'il y a des événements marquants, douloureux autour de la maternité, des choses qui ont marqué la famille et qui font qu'il y a j'ai envie de dire, une mauvaise vibration qui passe dans la famille, qu'on va aller lever. Ça peut être aussi les pères qui ont été absents, qui n'ont pas été là au moment de la grossesse et au moment de l'accouchement. Et qu'est-ce qui se raconte dans la famille, par exemple, pour les femmes, les hommes, les enfants et la maternité? J'ai un exemple, j'ai accompagné un couple qui souhaitait concevoir un enfant. Et en fait, l'homme, lui, il était persuadé que s'il était fils unique, c'est qu'il avait dit à ses parents, quand ses parents lui avaient demandé s'il voulait un petit frère ou une petite sœur, il avait dit non. Et donc, il était persuadé que ses parents n'avaient pas fait de deuxième enfant parce que lui avait dit non. Et donc, moi, je l'ai juste encouragé à remettre le sujet sur la table avec ses parents. Et il s'est avéré que non, ses parents lui ont dit, bah non, c'est pas toi qui décides, c'est nous qui avons décidé de ne pas faire un deuxième enfant. Mais lui, il avait cette culpabilité-là. Et ça peut bloquer aussi un désir de concevoir. Donc c'est intéressant d'aller regarder les croyances, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se raconte dans la famille. Donc le projet sens, c'est une période qui commence avec l'idée consciente ou inconsciente qu'ont les parents de concevoir un enfant. Il y a donc 5 phases. Il y a sa conception, sa gestation, sa naissance, l'accueil de l'enfant dans la famille et sa première année de vie. Donc en psychogénéalogie, on compte 18 mois avant la naissance et 1 an après. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la période du projet sens. Donc c'est intéressant d'aller voir, je vais vous montrer quelques exemples, le projet sens, alors que ça soit pour vos enfants à venir, mais aussi pour vous. Parce que le projet sens, ça a un impact, moi je suis un peu sidérée de l'impact du projet sens dans la vie, parce que je le vois très souvent, que le projet sens a beaucoup d'impact. C'est un peu notre cycle d'incarnation. Et tout ce qui se passe dans la famille est important. Donc peut-être que ce qui va être intéressant pour vous qui attendez des enfants, c'est de noter qu'est-ce qui se passe dans la famille, qu'est-ce qui vous bouscule, vous les parents, qu'est-ce qui est difficile à vivre. Donc pour vous donner un impact de projet sens, j'avais envie de vous parler de Marie-Lou. Alors Marie-Lou, elle vient me voir parce qu'elle se demande pourquoi elle a épousé Louis alors que la veille du mariage, elle doutait encore de sa décision. Donc elle me dit, j'ai épousé cet homme, mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Donc Marie-Lou, c'est la fille de Christy et Pierre. Et Christy, c'est la fille de Louis et France. Donc Louis, c'est le grand-père maternel de Marie-Lou. Et il se trouve que cet homme va décéder d'un accident assez brutal, accident de mobilette, un 20 août. Marie-Lou, elle, va se marier avec Louis un 20 août. Donc là, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on voit... Alors moi, je recherche toujours la cohérence, parce que j'ai aimé des hypothèses, mais les hypothèses... moi, je suis à l'extérieur de votre inconscient familial, donc je ne peux pas savoir. Donc je vais vous poser des questions, je vais vous demander si ça vous parle. Et après, on va aller voir si c'est une coïncidence ou une cohérence. Là, la cohérence qu'il y a, c'est que Louis, le grand-père, il a le même prénom que Louis, le mari de Marie-Lou. Et ils se marient le même jour, le 20 août. Donc ça fait déjà 2 faits. Donc moi, ça commence à m'intéresser. Après, Marie-Lou, elle se marie à 25 ans. Et Christy, elle avait 25 ans quand elle perd son père. Et en plus, quand sa fille se marie, donc quand sa fille fait rentrer dans la famille un Louis, elle a 2 fois 25 ans. C'est-à-dire au premier 25 ans, elle perd son père, et au deuxième 25 ans, elle récupère un gendre qui s'appelle Louis. Et ça
ça dit qu'il y a une cohérence. Alors vous allez me dire, oui, mais quel rapport entre Marie-Lou et Christy? Parce que après tout, Marie-Lou, elle n'était pas là quand Louis est mort. Sauf que elle était enceinte de Marie-Lou. Et donc Marie-Lou, dans le ventre de la maman, elle s'est bien rendue compte qu'il y avait un problème, qu'il y avait une grande détresse de sa mère, et dans son projet sens. Donc qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie plus tard? Elle dit, eh ben maman, tiens, pour te faire plaisir, je remets un Louis dans la famille, tiens, je te remplace ton papa. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ils ne se sont pas très bien entendus, les deux, que ça soit Louis et Marie-Lou ou Louis et Christy. Mais au moins, elle a compris et ça a donné du sens à pourquoi elle s'était mariée avec cet homme. Et moi, ce que je remarque, c'est que l'inconscient familial est toujours plus puissant que notre inconscient familial. Donc c'est important aussi de travailler l'inconscient familial parce que sinon, on a des situations comme ça. Donc le projet sens, ça va être de collecter des infos, de noter ce qui se passe dans la famille, dans les deux lignées, au moment de la conception, de la première année, enfin tout le temps du projet sens. De lister les événements qui pourront avoir une incidence pour votre enfant devenu adulte. Donc ça va être ce qui a généré une émotion forte, soit une peur, soit une colère, soit une tristesse, soit des situations mal vécues, par exemple un licenciement, un déménagement, des choses qui amènent des imprévus, beaucoup d'imprévus, et aussi les conflits, les altercations, les ruptures. Dans la famille, il peut y avoir des divorces difficiles, il peut y avoir quelqu'un qui tombe malade, par exemple. Tout ce qui va générer du souci, du stress, tout ça, ça va être à noter, parce que les enfants, les petits bébés à venir, ils vont le sentir. Donc c'est intéressant de travailler là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple de Catherine. Alors elle vient me voir. Elle venait déjà me voir avant, mais un jour elle me dit « Ah là là, il faut que je vous parle de mon fils, Axel, parce que mon fils, il voudrait être coiffeur. C'est le seul métier qu'il veut faire et on ne trouve pas de salon d'apprentissage pour lui. » Et elle me dit « Je suis un peu ennuyée parce qu'il a 16 ans, il a 20 ans et ça fait 4 ans qu'il cherche un salon et il ne les trouve pas. Donc est-ce qu'on peut regarder ?» Je lui dis « Oui, regardons. » Et je lui dis alors comment s'est passée la grossesse? Elle me dit « Ah, très bien, on était très contents, on était mariés, on était très contents d'avoir un enfant. Tout allait très bien. » Bon, je lui dis « Mais il n'y a pas eu rien, vous n'avez pas de souvenir, rien. » Elle me dit « Si, il y a une chose. » C'est souvent les choses les plus importantes. Et elle me dit « En fait, j'ai perdu ma nièce dans un accident de voiture. Elle avait 23 ans, moi j'en avais 26. Et pendant que je donnais la vie, elle perdait la sienne et j'ai beaucoup culpabilisé. D'ailleurs, je ne me suis jamais remis de son décès. » Bon, d'accord. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'elle faisait comme métier ?» Elle me dit « Elle était coiffeuse. » Ah, ça m'intéresse. Donc évidemment, on a fait le deuil de sa nièce en séance. Et après, je lui dis « Vous racontez tout à Axel. » Axel, il avait 20 ans, donc il était tout à fait en capacité d'entendre. Et donc, un mois après, Axel, il a trouvé une école qui lui a permis de rentrer dans l'apprentissage de la coiffure. Il a trouvé un salon, on lui a même payé ses outils. Enfin, ça a été vraiment la porte grande ouverte, quoi. Donc, on voit bien aussi là que l'impact du projet Sens. Donc, avant, quand on concevait un enfant, s'il était conçu hors mariage, ça provoquait souvent le mariage des parents. Et l'enfant était en quelque sorte l'élément déclencheur. Donc ça ne faisait pas toujours des mariages heureux. Des fois oui, mais des fois non. Donc dans le projet Sens de l'enfant, il y a le mariage de ses parents. Si le mariage perdure, c'est une réussite pour l'enfant. Mais si le mariage est un échec, c'est aussi un échec pour l'enfant. Et ça peut donner, c'est une responsabilité inconsciente qu'on lui met sur les épaules. Parce que souvent aussi, on lui dit ça, quand dans sa vie, on lui dit « si tu n'avais pas été là, on ne se serait pas mariés, etc. » Ou « c'est à cause de toi que… » Et il pourra y avoir peut-être une colère d'un des parents envers l'enfant. Et cette responsabilité inconsciente, elle donnera peut-être une problématique d'engagement plus tard. Donc dans les lignées, en fait, quand le mariage des parents n'a pas été très bien accepté, et l'annonce de la grossesse peut être difficile parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'un enfant est conçu, les parents ils se seront toujours liés par cet enfant. Même s'il y a rupture, même si l'enfant ne voit plus un de ses parents, il sera toujours le parent.
Et donc, souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que si le mariage n'est pas bien accepté, évidemment, les enfants de ce mariage, issus de ce mariage, ne seront pas bien acceptés non plus. Et souvent, ce qu'on me dit, moi, c'est que les petits-enfants, ils se rendent compte quand ils ne sont pas acceptés par leurs grands-parents, parce qu'ils comparent avec leurs cousins. Donc, ils voient qu'il y a plus de cadeaux, plus d'attention, et donc, ça peut créer un peu des jalousies. Lorsqu'un aïeul s'en va, souvent on dit mort et renaissance. À chaque fois, souvent je l'ai vu, moi, quand il y a quelqu'un qui s'en va, il y a souvent un enfant qui arrive. Et donc ça met cet enfant en lien avec l'aïeul qui est parti. Même s'il n'est plus là, parce qu'il est dans le projet sens et il y a le décès de cet aïeul dans le projet sens de l'enfant. Et aussi pour les parents qui deviennent grands-parents, c'est comme un basculement transgénérationnel. On prend un coup de vieux en fait, hein, parce qu'on devient grands-parents, on n'est plus parents. Et donc, c'est un peu comme si l'enfant il poussait les grands-parents vers le haut, vers la place d'ancêtre. Surtout, évidemment, quand c'est le premier enfant d'une génération. Donc, au niveau de la grossesse, on va aller regarder en transgénérationnel. Comme je vous disais, c'est un passage important. Alors, pour la mère, évidemment, la première grossesse, parce que la maman, elle était enfant de ses parents et elle devient parent de ses enfants. Donc évidemment, ça change un peu la donne. Mais ça change aussi, ses frères et sœurs deviennent oncles et tantes. Donc ça, c'est pareil, même s'ils n'ont pas d'enfants eux-mêmes. Les grands-parents les parents deviennent grands-parents. Tout le monde bouge en fait. Et donc tout le monde doit retrouver sa place. La psychogénéalogie, c'est vraiment une approche centrée sur la place. C'est quoi ma place dans la famille? À quelle place je suis? À quelle place je me sens bien? Et peut-être j'étais bien en tant qu'enfant et maintenant je deviens parent et peut-être que le passage, il peut être facile mais il peut être moins facile. Et surtout quand notre place bouge, le regard des autres aussi sur nous change. Et donc il y a tout ça à intégrer. On parle aussi beaucoup de la transmission du féminin. Il y a une femme qui s'appelle Monique Bidorski qui parle de la dette de vie. Et elle dit qu'en fait, une femme, quand elle conçoit son premier enfant, elle paye sa dette à sa mère. Parce qu'en fait, c'est une façon de devenir mère elle-même. Et donc, il y a une transmission qui se fait. Et peut-être aussi qu'on a une place différente en tant que mère. On a un vécu qu'on peut partager avec sa mère. Et donc, c'est ça la fameuse transmission du féminin. Et aussi, à ce moment-là, les langues se délient sur la grossesse, parce qu'évidemment, entre femmes, on se raconte les grossesses passées, la grossesse en cours, etc. Donc, on apprend des choses sur la famille à ce moment-là aussi. Et les grossesses suivantes, ça, on va avoir besoin de réparer ce qui s'est mal passé, ou alors, si ça ne s'est pas mal passé, on va avoir envie de vivre des choses différentes. Donc ça va être intéressant d'aller regarder ce qui s'est passé avant. Et c'est bon pour la mère, mais ça peut être aussi le cas pour les grands-parents, pour un papa qui n'a pas été là à l'accouchement du premier enfant, qui voudra absolument être là pour le deuxième, par exemple. Ou alors, on va aussi aller voir les émotions en lien avec la première grossesse, parce que des fois, il y a eu des émotions fortes, ou alors il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire, comme accoucher par voie basse, ou alors on n'a pas réussi à allaiter son enfant. Donc on va essayer de réparer des choses qu'on a mal vécues à la première grossesse. Et on va aussi aller voir qu'est-ce qui se passe actuellement dans la famille, parce que ça aussi, ça a un impact. Ça fait toujours partie du projet Sens, et donc c'est toujours important. Donc un autre impact de projet Sens dont je voulais vous parler, c'est Mylène. Alors Mylène, elle a des difficultés pour trouver un appartement. Elle cherche sur Toulouse, et Dieu sait qu'il y en a des apparts quand même sur Toulouse. Et alors, ses parents, c'est Mario et Rosalie, c'est des Portugais. Donc il faut savoir que Mario, il est en France, il travaille en France, il est maçon, et Rosalie, elle est au Portugal. Et à chaque fois que Mario vient en vacances, il fait des enfants, donc il en fait pas mal. Et donc, au bout d'un moment, Rosalie lui dit « Ouais, mais c'est bien ça, mais moi, la famille, elle est au Portugal, toi, t'es en France, moi, j'en ai marre, je veux te rejoindre en France. » Et donc, elle le rejoint en France, ils conçoivent Mylène au Portugal, mais après elle dit, même enceinte, je vais quand même venir au Portugal, je vais quand même venir en France. Et donc elle décide de déménager avec toute sa famille. Mario cherche une maison, et quand Rosalie et les enfants arrivent, évidemment,
La maison n'est pas prête, donc ils vont vivre dans la maison une maison avec la sœur de Rosalie, qui est aussi en France. Et donc ils se retrouvent à 2 couples avec 10 enfants. Donc ils sont un peu serrés. Ensuite, Rosalie, qui voulait accoucher à la maison, ne peut pas accoucher à la maison. Au début, elle va dans une clinique. Après, ça ne se passe pas bien, elle va à l'hôpital. Il faut savoir que Rosalie, ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois qu'elle est en France. Elle ne parle pas très bien le français. Donc tous parlent en français alors qu'elle, elle ne comprend que le portugais. Donc évidemment, le projet Sens de Mylène, il est hyper bouleversé. Et par l'émigration de toute la famille, et par son arrivée en France qui est un peu chaotique, et par la naissance qui est pas du tout comme ce qui aurait pu bien se passer. Donc quand on a travaillé le projet Sens avec Mylène, elle a juste pris conscience que voilà, qu'elle était arrivée dans un fatras pas possible, et que évidemment pour elle se poser c'était difficile. Elle était toujours entre 2 pays. Elle avait travaillé en Australie, elle avait travaillé en Angleterre, et elle avait toujours du mal à se poser. Et une fois qu'elle a compris ça, évidemment c'était plus facile. Alors j'ai quelques petites questions sur la grossesse qui peuvent être utiles. Donc voilà, comment est-ce que a été annoncée la grossesse? A-t-elle été vécue? Comment elle a été vécue par vos parents, par vos grands-parents? Est-ce que vous étiez désiré par vos 2 parents, par un seul? Lequel et pourquoi? Comment s'est passée la grossesse, à la fois pour la mère et pour le père? Quel est le contexte de cette grossesse? Donc je vais y revenir, je vais y en parler aussi. Vos parents étaient-ils heureux ensemble? Ou est-ce qu'il y avait des soucis dans la famille? Ça peut avoir un gros impact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance? Ça a beaucoup d'influence aussi. Donc, s'il y a une fausse couche ou le décès d'un enfant à la naissance, ça peut générer pour l'enfant qui vient après de l'anxiété pour les parents, même s'ils ont travaillé là-dessus et même s'ils se sont fait aider. Il y aura toujours quand même un peu des craintes par rapport à la santé de l'enfant et à la santé de la mère aussi. Si la conception a été difficile, eh ben cet enfant il est attendu depuis super longtemps, donc c'est ce qu'on appelle un enfant précieux. Donc il y a beaucoup d'attentes le concernant. Ça peut être un enfant qui a eu du mal à venir, ça peut être aussi un garçon après 3-4 filles ou une fille après 3-4 garçons. Ces bébés-là, c'est bien parce qu'ils amènent toujours plein de joie et plein de soleil dans la famille. Et après, le retour de couche, par contre, à contrario, le bébé va arriver un peu vite et ça ne va pas toujours être bien vécu par les parents. Donc il y a différentes façons de naître, je t'en ai listé quelques-unes. Donc évidemment, la naissance par césarienne, ça va amener... alors je pense que Hélène vous en reparlera. Il n'y a pas de passage dans le vagin. Donc évidemment, ces enfants-là, alors dans le passage dans le vagin, ça permet au corps un peu de passer, et c'est vraiment un travail entre la mère et l'enfant. Et donc si ce passage-là n'a pas lieu, il se peut que les enfants aient du mal à faire les passages dans la vie, donc c'est-à-dire du passage par exemple chez les parents à l'école maternelle, ou de la vie étudiante à la vie professionnelle, de la vie de célibataire à la vie en couple par exemple. Donc tous les passages seront un petit peu compliqués. Donc si vous connaissez, ou si jamais vous avez vos enfants naissent par césarienne, vous savez que vous devrez les aider à ces moments-là, c'est important. Il y a des naissances qui sont déclenchées aussi, donc là c'est pas l'enfant qui décide, et c'est pas la mère non plus, donc ça pourra donner un peu un manque de volonté à l'enfant, parce que voilà, on est venu chercher. Et pareil pour la naissance au forceps, la mère peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas accoucher sans aide, et donc peut-être que cet enfant-là, il aura du mal à aller au bout de ses projets. Donc sur les prénoms, je voulais vous dire quelques mots, parce que je trouve que c'est important, ça fait partie du processus, on va dire, même si ce n'est pas dans le projet Sens. Donc le choix du prénom, ça vient aussi beaucoup avec le contexte de la naissance, évidemment. Donc ça peut être en lien soit avec quelqu'un de la famille, parrain, marraine, un défunt ou un grand-parent.
ou voilà, un frère, une sœur, voilà, ça dépend. Ça peut être aussi à la mode. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, moi, ça m'avait marqué ça. Je ne faisais pas encore de psychogénéalogie à l'époque, mais il y avait une série qui s'appelait Dallas, et il y avait une actrice qui s'appelait Suellen, et après j'ai vu plein de Suellen partout. Alors après, je trouve que c'est un peu difficile parce qu'une fois que c'est passé de mode, c'est un prénom qui est difficile à porter. Enfin, les prénoms qui sont en lien avec la mode peuvent être difficiles à porter. Puis il y a aussi les prénoms à la mode sans qu'ils soient en lien avec une star de cinéma ou du sport. Le vécu d'un des parents, ça peut être un premier amour ou un meilleur ami. C'est toujours intéressant de connaître l'histoire de son prénom. Moi, quand j'ai commencé la psychogénéalogie, j'ai demandé à mes parents, à mon père, parce que ma mère n'était plus là, mais j'ai demandé à mon père d'où venait mon prénom. Et il m'a dit, j'ai toujours voulu avoir une fille qui s'appelle Caroline. Je lui ai dit, ah d'accord, mais tu as déjà eu 2 filles avant moi, pourquoi tu as attendu la 3e? Et il m'a dit, ah parce que c'est ta mère qui avait choisi les prénoms de tes sœurs. Très bien. Et ça, c'était pas la fin de l'histoire, parce qu'il ne m'a pas tout raconté, évidemment. Et quand il est décédé, on a retrouvé des lettres d'un premier amour qui s'appelait Nicole. Et dans Caroline, il y a toutes les lettres du prénom de Nicole. Donc moi, j'ai compris pourquoi j'étais si proche de mon père, pourquoi j'étais de temps en temps en rivalité avec ma mère, vu que je symbolisais son premier amour. Donc ça, une fois que j'ai compris ça, ça m'a quand même bien fait avancer. Mais il ne m'avait pas tout raconté. Alors, c'est le cas pour un 2e ou 3e prénom, c'est vraiment le prénom principal. Tous les prénoms sont importants. Après, les mémoires d'enfants morts dans l'arbre, alors il y a Sylvie, c'est si il vit. Il y a René, c'est Renaissance. Angèle et Jean, c'est l'anagramme de Ange. Ça peut être Agnès aussi. Après, vous avez aussi les prénoms bibliques comme Matthieu, Jean, Pierre, bien sûr. Marie aussi, c'est la protection. Et après, ça peut être le prénom d'un membre de la famille parti trop tôt, souvent un enfant de remplacement. Je parle des enfants de remplacement, notamment dans la conférence sur la conception. Il y en a des connus. Il y a Vincent Van Gogh, a eu un frère qui s'appelait Vincent avant lui. Daniel Balavoine s'appelait Daniel Xavier, et son frère s'appelait Xavier. Il est mort aussi avant lui. Et il y a aussi Salvatore Dali. Enfin, il y en a vraiment pas mal, hein, des enfants de remplacement. Et ça montre aussi que le deuil de l'enfant d'avant n'a pas été fait. Donc moi, ça, c'est une grande indication pour travailler sur ces enfants qui sont encore, dont la mémoire est encore vivante dans l'arbre. Donc le choix du prénom, l'histoire du prénom, donc le prénom, bien sûr, c'est une base de votre identité. Alors des fois, ce qu'on voyait souvent, c'est les garçons avaient le même prénom que leur père. Mais ça, c'était un peu compliqué parce qu'au niveau de l'identité, ils avaient le même prénom et le même nom. Donc, des fois, ils ne le vivaient pas très bien. Le prénom est souvent traditionnel et familial. Il y a des prénoms qu'on aime dans la famille, il y a des prénoms qui reviennent. On n'échappe pas à son inconscient familial. Donc, j'ai une amie qui un jour m'appelle et me dit... je savais qu'elle était enceinte, hein, mais elle me dit, je cherche un prénom pour ma fille. Et elle me dit, je veux pas un prénom de la famille, j'ai fait bien attention, j'ai regardé partout, etc. Bon, très bien. Et 3 semaines après, elle m'appelle, elle est catastrophée. Et elle me dit, je me suis rendu compte que le prénom de ma fille, c'était le 2e prénom de ma grand-mère. Ah, et ben voilà, on n'échappe pas à son inconscient familial. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, mais c'est plus fort que vous, donc c'est comme ça. Et donc celui qui nomme l'enfant à naître se met toujours en relation avec lui déjà, parce qu'il se projette déjà dans la relation. Donc le choix du prénom a une histoire, et c'est un rôle symbolique, ça raconte un projet. Alors Anne Ancelin, dans son livre « Aïe mes aïeux », elle parle d'une jeune femme qui s'appelle Ariane. Et Ariane, elle n'a pas connu son père. Son père est mort dans un accident de voiture avant sa naissance. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle sait que c'est son père qui a choisi son prénom. Et donc elle cherche, elle pense au fil d'Ariane, donc elle va chercher dans la mythologie, tout ça. Et un jour, un ami de son père lui dit « Ah oui, mais ton père, il a joué dans une pièce de théâtre qui s'appelait Ariane Jeune Firus. » Et donc elle va voir un peu l'histoire de cette Ariane Jeune Firus, et elle se rend compte que c'est une jeune femme à qui tout réussit, qui est brillante, qui
qui est créative, qui a une vie agréable, qui réussit bien dans son métier, et qui voyage beaucoup et qui est heureuse et qui épouse un homme aimant. Et donc, elle se rend compte en fait que c'est ce que son père projetait pour elle. Et c'est la seule chose qu'elle a, mais en tout cas, ça redonne une place à ce père qu'elle n'a pas connu en fait. Et aussi, ce qu'on dit souvent, c'est que quand un père attend un garçon et qu'il a une fille, il a tendance à féminiser le prénom masculin, c'est-à-dire il y a beaucoup de Dominique, Michel, des prénoms comme ça. Et souvent, ce que ça donne, ça, chez les gens, c'est soit des garçons manqués, soit des filles qui sont proches de leur père et qui ont un problème souvent, en tout cas, ont du mal à accéder à leur féminité, parce qu'évidemment, on projette sur elles qu'on aurait préféré un garçon. Donc pour répondre aux attentes des parents, qu'est-ce qu'on fait? On est plutôt garçon manqué. Donc encore un impact de progescence, c'est Mathilde. Alors Mathilde, elle vient me voir parce qu'elle a du mal à se fixer dans une relation, dans un lieu et dans une profession. Donc elle change souvent, soit elle change d'amoureux, soit elle change de travail, soit elle voyage beaucoup, elle est toujours entre deux logements. Et elle me dit, moi je ne comprends pas, parce que ma sœur, elle n'est pas du tout comme moi, ma sœur, elle est hyper sédentaire, et je ne comprends pas qu'on soit si différentes. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Donc Mathilde, ses parents, c'est Christine et Marc, et Christine tombe enceinte de Mathilde à 19 ans. Donc à 19 ans, Christine et Marc, ils n'avaient pas du tout prévu d'avoir un enfant si vite. Ils s'aiment, tout va bien, mais ils sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas encore de lieu où habiter et où poser la famille. Donc ils vont habiter chez les parents de Marc, c'est-à-dire les beaux-parents de Christine, chez Martine et Jean. Et Christine, voilà, elle accouche de Mathilde, mais elle a 19 ans, elle n'est pas chez elle, elle est chez sa belle-mère, donc elle a du mal à trouver sa place, et sa place de chef de famille, et sa place de femme. Et il y a un lien très fort qui se crée entre Martine et Mathilde, évidemment, parce que Martine, elle est toute contente d'avoir un enfant, un petit enfant, et donc elle prend bien sa place de grand-mère paternelle, bien sûr. Et au bout de 3 ans, Christine et Marc déménagent, en emmenant Mathilde, bien sûr, dans leur propre maison, et ils ont Lisa. Et Lisa, elle, quand elle arrive, elle est chez ses parents avec sa sœur. Ses grands-parents sont ailleurs. Et donc, ce qui explique en fait que Lisa, elle est posée, alors que Mathilde, elle est toujours entre deux maisons. Elle est entre la maison de sa grand-mère et la maison de ses parents. Et quand on a mis ça à jour avec Mathilde, ça lui a permis d'améliorer ses relations avec sa mère, parce qu'elles étaient hyper tendues. Sa mère lui a dit que des fois, elle pleurait beaucoup, parce qu'elle ne voyait pas assez sa grand-mère. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et donc Christine, elle culpabilisait parce qu'elle n'était pas une bonne mère pour sa fille, parce qu'elle la voyait pleurer. Elle n'avait pas trop envie de la confier à sa belle-mère, parce que elle, ça lui faisait mal au cœur en tant que maman. Et ce qui est drôle, c'est que Mathilde, elle a eu une petite fille, et un jour, elle m'a appelée, elle était en Grèce, en me disant « Ah, mais ma fille, elle ne voit pas ses grands-parents, c'est quand même grave. » Et en fait, elle a rejoué la même chose. C'est-à-dire que comme sa grand-mère, pour elle, était importante, elle voulait que sa grand-mère... comment s'est passée votre naissance? Est-ce que votre père était présent? Qui a choisi vos prénoms? Est-ce que vous avez des photos de votre naissance? Comment est-ce que vos parents racontent votre naissance? Ça, c'est important. Souvent, les gens, ils ne savent pas comment les parents se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils sont nés. C'est vraiment ça aussi la transmission du féminin. Qui sont vos parents parrains et marraines, qui les a choisis et pourquoi? Et qui a annoncé votre naissance à la famille? Et maintenant qu'on a terminé le côté psychogénéalogique et psychologique, je vais repasser la main à Hélène qui va vous parler du côté physique, physiologique et physiologique de la naissance. Donc dans la continuité de la grossesse, la naissance, c'est l'art de faire sans rien faire. Le corps sait faire. En fait, il va se mettre en mode pilote automatique. Tout est prévu pour, il sait faire naître un enfant, votre corps. Il sait déjà tout faire, tout mettre en place.
Mais pour l'aider, c'est sûr que c'est quand même mieux d'être en connexion avec lui, donc d'être dans cet état d'unité du corps et de l'esprit, parce que cette naissance, c'est un moment qui est hors du temps, qui va vraiment vous faire toucher quelque chose de différent, où il y a une sorte de distorsion du temps et qui laisse justement une empreinte dans l'éternité. Et pour les thérapeutes de la naissance, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on appelle les sages-femmes des sages-femmes, puisqu'en fait, l'idée, c'est de laisser faire la femme, source de vie, déployer toute sa puissance, toute sa confiance pour faire naître cet enfant. Donc c'est l'art de tout mettre en place pour la laisser faire, en définitif. Donc il y a 3 principes fondamentaux pour que cette naissance se passe au mieux. Et c'est exactement la même chose dans une relation amoureuse, puisque finalement, la naissance, c'est un acte sexuel qui découle d'un acte sexuel. Donc il y a une cellule masculine qui a rencontré une cellule féminine, et ensemble, ils créent le fruit de leur amour. Et donc voilà, ce corps, il va avoir besoin de respect lors de la naissance, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ses besoins physiologiques. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir faim lorsqu'on va donner la vie, on ne doit pas avoir soif non plus, et on ne doit pas avoir trop froid ni trop chaud, tout simplement. Donc mettre le corps dans ses meilleures conditions possibles. Et bien sûr, laisser ce corps bouger, le laisser libre de tout mouvement pour qu'il puisse se positionner et savoir exactement comment se mettre pour aider cet enfant à aller vers la sortie. On a besoin également d'intimité, puisque, comme je vous disais, c'est comme un acte sexuel. Donc, si on est en plein jour avec plein de gens qui ouvrent la porte à tout moment, qu'est-ce qui se passe ici ? Forcément, ça va casser justement cet état de bulle intérieure qu'on est en train de se créer, où on a besoin justement d'être en petit comité, entouré des personnes juste de confiance, pour justement émaner cet état de confiance, se sentir écouté, soutenu et aimé. C'est vraiment la base pour justement vivre cette naissance au mieux, et que le cocktail hormonal se fasse aussi au mieux, parce que la nature, elle a prévu ça pour vous. Donc, dans un premier temps, comme je vous avais dit, la progestérone, là, en fin de grossesse, elle est à son plus haut niveau. C'est-à-dire que les femmes qui étaient archi apeurées de faire naître leur enfant, là, elles arrivent en mode non, mais c'est bon, ça passe, pas de souci. Voilà, donc finalement, on arrive vraiment dans cet état-là. Et en parallèle, on va sécréter de la prostaglandine sur cette fin de grossesse qui va commencer vraiment à préparer le terrain. Notre corps, il va commencer à devenir vraiment très élastique pour permettre justement ce grand écart. Et il faut savoir qu'il y a de la prostaglandine dans le sperme, ce qui fait qu'en fin de grossesse, quand le fruit est mûr, justement, on peut déclencher une naissance, et c'est ce qu'on appelle un déclenchement à l'italienne. Voilà, naissance à l'italienne. Donc, à partir du moment où l'ocytocine va arriver, la progestérone va baisser d'un coup, ce qui va permettre justement à l'utérus de se contracter, donc de commencer à guider cet enfant. Et cette hormone, l'ocytocine, elle est juste magique, puisque c'est l'hormone de l'amour par excellence. C'est celle qui est sécrétée lors de l'orgasme. Et du coup, cette ocytocine, elle va avoir un énorme pic juste après la naissance pour permettre au placenta de se libérer. Et grâce à ça, toutes les personnes présentes dans la salle vont être aimées d'un amour inconditionnel. Donc si vous êtes à la maison, vous avez votre chien, votre chat, tout le monde va être aimé de façon inconditionnelle. C'est assez incroyable. L'endorphine également, qui va neutraliser la douleur en parallèle avec l'ocytocine. Donc elle va vous permettre finalement, elle est assez magique cette hormone, puisqu'en fait elle va vous faire déconnecter de votre néocortex. Elle va vous permettre vraiment de vous mettre dans cette fameuse bulle où vous retrouvez justement votre côté animal, votre puissance animale, cette femme sauvage qui vit en vous et qui sait exactement quoi faire pour faire naître l'enfant. Et donc en fin de grossesse, il est possible qu'il y ait une phase de désespérance, puisque parfois le travail il est un petit peu long et on peut se sentir un peu déboussolé, mais tout ça c'est un peu prévu. Et justement, c'est à ce moment-là que l'adrénaline va arriver et paf, du coup, d'un coup, on a une force colossale qui va permettre justement de faire naître notre enfant. Donc vraiment, tout a été prévu pour ça. En fin de grossesse, on va commencer à sécréter de la prolactine. Donc là aussi, ça va travailler avec l'ocytocine sur ce côté de lien d'amour justement maternel. Cet attachement qui va justement être encore plus favorisé avec l'allaitement. Donc je voulais faire un petit mot sur la péridurale, même si parfois elle est franchement nécessaire dans les cas de grande souffrance.
parfois, effectivement, elle est nécessaire. Il faut savoir quand même que cette péridurale, elle risque d'amoindrir cette communication, justement, que l'on a avec notre propre corps. Donc, le lien corps-esprit risque d'être amoindri parfois, justement, avec des péridurales qui sont trop dosées. Et donc là, il s'agit de faire le grand écart, mais quand on ne sent pas le bas de son corps, faire le grand écart, ça peut être un peu dangereux et ça peut justement abîmer les structures, puisqu'on ne sent pas forcément. Donc, souvent, quand on fait le grand écart et qu'on ne sent pas, on va devoir avoir une aide extérieure. Donc, toute la confiance qu'on avait mise en nous va être détournée vers l'extérieur. Et du coup, forcément, la chimie hormonale risque d'être perturbée, puisque finalement, ça va créer une sorte de stress quand même, de sortir de cette bulle, de rallumer son cerveau. Et l'adrénaline va commencer à être sécrétée plus tôt que prévu, et donc entraîner justement un ralentissement du travail, et parfois même un arrêt total du travail. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà, ça peut justement réallumer votre cerveau, et ça va bien sûr parasiter cette communication qu'on a avec notre enfant, puisque comme on ne sent plus, on ne sent pas forcément comment le guider, et ça va justement parasiter ce premier dialogue qu'on a avec notre enfant. Donc dans le Tao, on parle des 3 portes des os. Donc les 3 portes des os, c'est celles qui nous permettent finalement de vivre l'extase. Et donc dans le cadre de la naissance, justement la première porte qui va être passée, ça va être le col utérin. Et ce col utérin, je vais vous le montrer là-dessus, en fin de grossesse, merci beaucoup, il n'existe pratiquement pas. Puisqu'en fait, c'est grâce au poids de votre bébé qu'au fur et à mesure, le col utérin, il est plus là, en fait, c'est complètement absent. Donc, j'utilise moi une petite technique parce qu'en fait, comme je vous disais que tout communique avec tout, on est tout à fait capable, en fait, d'ouvrir notre col en conscience. Donc, il suffit de savoir déjà un petit peu où il est. Et on peut imaginer, donc c'est ce que je fais faire à mes patientes, on peut imaginer qu'au bout au niveau du petit trou du col utérin se trouve une belle fleur pleine de pétales. On va sourire à cette belle fleur pleine de pétales et imaginer tout simplement qu'on ouvre ces pétales, pétale par pétale. Bon, celles qui sont en fin de grossesse, vous ne le faites pas forcément. C'est le jour de la naissance. Voilà. Et du coup, en fait, on peut tout à fait ouvrir justement le col utérin en conscience. Donc, c'est quand même bon à savoir qu'on a ce pouvoir-là. Et ce col utérin, c'est vraiment une petite fleur timide. C'est-à-dire qu'il peut s'ouvrir, mais il peut aussi se refermer. Et il répond exactement aux mêmes lois. C'est-à-dire qu'il a besoin de respect, il a besoin d'intimité, il a besoin de confiance. Et à aucun moment, il va répondre aux ordres. Donc voilà, c'est quand même très important à savoir. Ça peut régresser le travail parfois. Alors du coup, cette ouverture de col utérin que je viens de vous montrer, j'ai mis une petite vidéo qui est sur YouTube sur la préparation du périnée à la naissance. Donc vous le retrouverez. On la mettra en lien avec cette conférence. Et donc, cette première porte, justement, elle est liée justement à l'utérus qui, lors de l'orgasme, va se contracter et aussi créer cet état vibratoire. En fait, en fin de contraction, l'utérus, il continue à vibrer. Et cet état vibratoire, il va mettre en vibration toutes les autres glandes hormonales. Et justement, créer justement cet état transcendantal, justement, qui peut justement avoir lieu lors de la naissance et lors du passage du col utérin. Donc la deuxième porte, c'est un couloir, c'est le vagin. Donc par le vagin, justement, il y a le point G. Donc ce vagin, il a une capacité, c'est de s'adapter à tout ce qu'il contient. Donc ça peut être aussi bien un pénis qu'un bébé. Il n'y a aucune difficulté à ça. Et c'est sûr que plus on aura mis de conscience, plus on aura placé sa conscience là, plus on aura une facilité à visualiser justement cette ouverture. Donc là encore, c'est ce fameux lien du corps et de l'esprit qui va permettre cette ouverture. Et donc le bébé qui va passer par là, il va passer au niveau de ce fameux point G qui est en fait une prostate. C'est la prostate féminine. C'est une petite citerne justement qui contient de l'eau et qui est pleine d'eau, de mémoire émotionnelle en fait. Toute eau est porteuse de mémoire. Et cette libération va permettre justement, même déjà rien que la libération de la poche des os peut vous faire vivre ce même état que vivent les femmes fontaines, en fait, lorsqu'elles se libèrent de leurs os. Et voilà, également, si vous avez déjà cette capacité-là, vous pouvez vivre la même chose lors de la naissance, puisque le bébé va faire le passage. Et la dernière porte,
c'est le clitoris. Le clitoris qui est intimement relié à votre périnée, en fait. Il est intrinsèquement relié à votre périnée. Donc ce clitoris, c'est un organe. Et donc c'est pour ça que c'est important que le périnée soit bien relâché, parce que forcément, s'il est à moitié tendu, il ne va pas fonctionner correctement, votre clitoris. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un petit peu comme, vous savez, ce qui soutient les pantins. Le clitoris, il est intimement relié à toutes les glandes hormonales par les fascias. Donc l'avant du clitoris, ça va être en lien avec l'hypophyse. L'arrière de l'hypophyse, on va être plutôt sur la glande pinéale. Et donc, finalement, si on stimule le clitoris au cours de la... Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ah oui, très bien, super, génial. Voilà, du coup, le fait de stimuler son clitoris, ça va vraiment permettre justement au périnée de se relâcher et donc à toute cette chimie hormonale de se passer justement correctement et même de l'amplifier. Voilà. Parce qu'on n'est pas obligé d'accoucher dans la douleur, au contraire. Voilà. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc là, je vais vous parler un petit peu de moi, de ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'ai vraiment pas choisi ce métier par hasard parce qu'en fait, j'avais déjà moi-même un disque dur bien chargé. Mais je crois que tout le monde a un disque bien chargé en général. Et donc moi, ce disque dur, il parlait de choses de ma famille, de mémoire, de violences obstétricales, de perte de puissance et même de mort. Et donc ce qui a fait qu'à partir du moment où j'ai eu mes règles, où j'étais en âge de concevoir, mon disque dur s'est mis à me parler, à me créer une petite voix dans ma tête, une sorte de petit compte à rebours mortifère où le jour où je donnerai la vie, ça sera le jour de ma mort. Donc je pensais à ça depuis mes 13 ans. Sympa. Donc forcément, ça m'a amené à choisir un métier où j'aide les femmes, forcément. Et donc quand j'ai voulu concevoir un enfant, forcément je n'ai pas réussi, ce qui a permis qu'on fasse d'ailleurs cette fameuse conférence sur la conception. J'ai mis 4 bonnes années à concevoir ma fille. Et sur ce chemin, j'ai eu la chance de découvrir l'ostéopathie en gynécologie, l'ostéopathie en endocrinologie. Et donc, j'avais fait un énorme chemin grâce à ça. Et donc, d'ailleurs, c'est grâce à l'ostéopathie en gynécologie que j'ai vraiment entendu ce qui vibrait profondément en moi. Et la petite phrase, c'était « Pour moi, avoir un enfant, c'est la fin de la vie ». Concrètement, c'est ça qui est ressorti. Donc, après la première séance en ostéopathie et en gynécologie. Et donc, cet enfant, j'ai escaladé la haute montagne de la conception, mais arrivé en haut, je n'avais pas l'énergie d'escalader celle de la naissance. Donc, en mon âme et conscience, ma fille est née par césarienne, et à ce moment-là, c'était un choix. C'était juste, sur ce moment de mon chemin, c'était ce que je souhaitais. Donc, entre 2 enfants, j'ai quand même... je me suis dit, j'avais l'impression quand même d'être toujours en sursis. Donc là, j'ai fait la connaissance de Caroline et avec Caroline, on a commencé la psychogénéalogie. Donc c'était avant de concevoir mon enfant. Et là, au lieu de mettre 4 ans, j'ai mis 3 mois. Ça a un peu secoué le papa, d'ailleurs, ça a un peu secoué le projet de sens. Donc ça m'a permis finalement de remettre chacun à sa place et de comprendre vraiment ce qui vibrait au fond de moi, au fond de mes cellules. Qu'est-ce qui était vraiment, qu'est-ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Et donc, grâce à ça, j'ai réussi à lever un peu mes œillères. Parce que comme je traitais que des femmes qui avaient eu des accouchements difficiles, je ne voyais que des femmes avec des accouchements difficiles. Et je pensais que c'était ça, la naissance. Et là, j'ai réussi à comprendre un jour, car il y a une femme licorne qui s'est perdue dans mon cabinet. Elle est venue, elle n'avait rien. Elle venait d'accoucher. Elle avait un périnée parfait. Pas une égratignure, rien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit, j'ai accouché à la maison. Ah, ok. Donc, j'ai fait la connaissance d'ailleurs de la sage-femme, on est devenus amis, la faiseuse de licorne. Et du coup, voilà, j'ai compris enfin ce jour-là que ce que je voyais, c'était pas la physiologie. Que toutes les femmes que je traitais avaient eu une aide extérieure en fait. À aucun moment, elles avaient pu faire naître leur enfant dans les conditions qu'elles auraient souhaité ou ça avait dérapé. Et en tout cas, il y avait quelques signes parfois de violence obstétricale bien intentionnée sur leur périnée. Et donc, grâce à ça, j'ai pu vivre moi-même une naissance magique puisque j'avais bien cheminé à ce moment-là.
Et j'ai pu faire naître justement mon enfant comme je le souhaitais, dans l'eau. J'ai pu faire sortir mon enfant. J'ai été accompagnée, donc c'était dans une salle de naissance. J'ai été accompagnée par une sage-femme. Je ne dis pas que tout au long de la grossesse, j'étais en mode c'est bon, c'est tranquille. Hein. J'ai oscillé. J'ai oscillé dans des moments de peur vraiment intenses où ça revenait. Forcément, ça revenait. Mais ma petite voix intérieure me disait ça va le faire. Et je me suis battue d'ailleurs, parce que comme j'avais eu une césarienne pour la première, je me suis battue pour être en salle de naissance et ça a changé ma vie. Parce que finalement, le compte à rebours, il s'est arrêté ce jour-là parce que je suis finalement morte, mais morte à toutes mes peurs. Et ça change tout. Parce qu'à partir de là, ça a permis de concevoir plein de choses. Ça a créé un état de créativité énorme. Et cet état de joie que j'ai là, depuis la naissance de mon enfant, je l'ai toujours. Je suis toujours en joie. Et voilà. Et c'est juste magique. Voilà. Donc finalement, tout est pour le mieux, quoi qu'il arrive. Parce qu'en définitive, que cette naissance se passe par césarienne, ça peut être, vous ne le savez pas, mais peut-être une réparation de ce qui n'a pas pu être possible dans les générations antérieures ou qui, à ce moment-là, va vous permettre de transcender l'impossible. C'est comme ça. Si c'est une naissance qui se passe par péridurale, c'est pareil. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réparer des souffrances que vous avez vous-même vécues ou des souffrances obstétricales dans la famille où justement c'est une phase de réparation? Pour toutes ces femmes qui avaient tellement souffert, vous souffrez pas. Et ça, c'est chouette. Et si c'est un accouchement que vous vouliez absolument dans l'eau, physiologique, et qui finalement dérape complètement, se retrouve vraiment avec plein de procédures médicales, et pas du tout l'accouchement dont vous rêviez, ça va juste vous permettre de conscientiser encore plus votre périnée, d'y aller. Et sachez que tout se répare. Il n'y a rien de grave. Donc même s'il y a eu des petits soucis, ça se répare. Et ça va vous permettre de retrouver encore plus votre place dans votre périnée. Ça va être un cadeau. Et enfin, si c'est un accouchement physiologique de rêve magique, là, du coup, ça va vraiment être générateur de confiance. Ça va même vous changer à tout jamais puisque vous allez créer un état de puissance énorme en vous. Vous allez vraiment retrouver toute votre authenticité et ça va faire beaucoup de bien à l'arbre généalogique pour toutes les générations à venir. L'après-naissance. Donc, personnellement, je suis une femme licorne. Je n'ai pas eu une seule égratignure après cette naissance, mais vraiment rien. Même pas la sensation d'avoir accouché. C'est-à-dire qu'une heure après, je faisais la salutation au soleil. Je pouvais contracter mon périnée exactement comme avant. Absolument rien. Donc, forcément, le postpartum, il est un petit peu dépendant de comment se passe cette naissance. Hein. C'est sûr que si vous avez eu une naissance difficile, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, tout reprend sa place. L'utérus, il va se mettre à se contracter, d'ailleurs, juste après la naissance. Ça peut faire un peu bizarre parce qu'on se dit comment ça, j'ai encore des contractions. Mais en fait, il se contracte et comme ça, en fait, il replie sa voile pour que tout reprenne sa place. Donc, il va diminuer. Et c'est un moment où tout reprend sa place, donc il faut quand même laisser son corps au repos. Et c'est là que le mois d'or intervient. C'est un mois en or, il dure 1 mois et demi. Donc 45 jours, c'est le minimum que vous pouvez vous donner pour ne plus rien faire, vous occuper que de votre bébé, ce qu'on appelle le mamamoto, maman-bébé. Donc on se met au rythme du bébé. Et là, un conseil que je n'ai pas suivi pour la première, coupez votre téléphone portable. C'est énergivore, ça vous coupe de l'instant présent avec votre enfant. Et les faire part, c'est pas grave, ils pourront attendre quelques mois. On n'est pas à quelques mois près, c'est pas un problème. Donc, c'est une période où il y a une modification de la chimie hormonale qui est très importante parce que jusque-là, vous étiez en train de baigner dans de la progestérone, dans un état de confiance absolue, et puis là, plus de progestérone. Donc, il est possible qu'il y ait un petit état de baby blues. C'est pas bien grave, ça peut durer quelques jours, mais parfois pas du tout. Hein. Et quelle que soit la naissance, hein. C'est pas parce que vous avez vécu une naissance magique que vous... Voilà, c'est possible. Bon, mais ce qui est important, c'est de bien le différencier de la dépression du postpartum, qui, elle, peut commencer par un petit baby blues, mais va durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et là, il faut être vigilant, parce que là, ça va être le conjoint qui va pouvoir s'en apercevoir. Si votre compagne, elle se met à ne plus avoir d'appétit, qu'elle se sent dans un état d'insécurité, qu'elle se sent esseulée, qu'elle pleure toute la journée dans un état de tristesse profonde, il faut quand même s'alarmer, puisque la première cause de mort autour de la naissance, c'est pas l'hémorragie de la délivrance, c'est le suicide des mamans.
Et là, il y a un super documentaire que je vous invite à regarder qui s'appelle « À la vie » avec Chantal Biermann, qui est une super sage-femme, qui en parle vraiment très très bien. Et ça, c'est sûr qu'un suicide dans la famille en post-naissance, ça crée beaucoup de troubles dans l'arbre généalogique. D'ailleurs, c'était un peu mon histoire à moi. Voilà. Donc, on a besoin de soutien, on a besoin d'être aidé dans cette première partie de la vie de notre enfant. Avant, on vivait en clan, on avait notre tante, on avait notre grand-mère, on avait des cousines, on avait plein de gens qui nous entouraient. Maintenant, on est dans des tout petits clans et parfois, on se retrouve tout seul. Et ça fait des mois que vous ne dormez pas, forcément vous perdez tout sens de l'humour et tout est très perturbé pour vous. Donc c'est très important d'être soutenu. Si vous avez des amis, les doulas aussi, elles sont faites pour ça. Si vous n'avez pas d'amis proches, voilà, n'hésitez pas à faire venir des personnes qui vont vous faire le ménage, vous faire manger, vous faire la lessive pour pas que vous ayez à faire tout ça. Au moins pendant 45 jours. Donc l'ostéopathie de la maman, juste après l'accouchement, en général, on remet un peu les fondations de la maison en place, parce que des fois, ça peut être le Rubik's Cube avec les faces un peu pas au même endroit, même si parfois ça va très bien. Et on va surtout s'assurer que ce crâne, il est bien mobile pour qu'elle puisse, le peu qu'elle dort, au moins avoir un sommeil réparateur. Parce que c'est vraiment pendant la nuit qu'elle se régénère. Mais après, la nature est bien faite parce qu'elle a prévu ça. Hein. Si jamais vous allaitez, vous allez voir que vous allez avoir un sommeil hyper réparateur, en fait. Le peu que vous dormez, j'ai dormi 2 heures, c'est nickel. Super. Voilà. En général, on va se voir 3 semaines minimum après pour faire de l'ostéopathie en gynécologie. Donc, vous pouvez de toute façon pratiquer l'automassage du périnée quand vous le sentez. Hein. Même si, en général, on saigne un petit peu sur les 3 semaines, 1 mois après la naissance. Toutes les règles qu'on n'a pas eues pendant les 9 mois, elles arrivent après. Mais vous pouvez tout à fait travailler votre périnée pour retrouver votre place à vous. Parce que nous aussi, on travaille avec la place. C'est là qu'on se rejoint avec Caro. Et donc, pour le bébé, l'idée, ça va être de redonner de l'espace dans les tissus. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un paquet de cacahuètes sous vide sur la fin. Donc, dès qu'il naît, on peut le voir tout de suite en séance. Et là, on va travailler sur les fascias. Pour qu'il puisse bien se déployer, que sa petite combinaison de plongée XXS, ça devienne du ML. Et qu'il puisse interagir avec sa famille pour être accueilli. Voilà, dans sa famille. Donc l'accueil de l'enfant par ses parents, ça va aussi dépendre du vécu et de l'expérience de la maternité. Si l'enfant il est non désiré, mais bien accueilli, parce qu'un enfant peut arriver subrepticement, on va dire, de façon un peu inattendue, mais il peut quand même être bien accueilli parce que pendant la grossesse, les parents vont réfléchir, etc. Donc il sera plutôt tourné vers le futur. Si l'enfant il est désiré mais il est non accueilli, par exemple, s'il y a eu un décès ou s'il y a un grand frère dans la fratrie qui est malade et les parents ne sont pas disponibles pour cet enfant-là, il sera tourné vers le passé. S'il est désiré et est accueilli, alors ça c'est le jackpot, il est tourné vers le présent et donc ça sera facile pour lui. Et par contre, s'il est non désiré et non accueilli, il aura plutôt des problèmes d'incarnation et il aura des problèmes d'identité, il aura du mal à être dans la vie, évidemment. Mais bon, ça se répare aussi, hein. C'est comme dans tous les projets sens, on peut travailler là-dessus. Les petites questions sur l'accueil de l'enfant dans la famille. Donc déjà à l'hôpital, comment est-ce que ça s'est passé? Comment vont le bébé? Comment va la maman? Est-ce que le bébé a été séparé de sa mère, en couveuse notamment? Ça c'est important de le savoir aussi pour plus tard, pour vous. Pourquoi et combien de temps? Alors moi j'ai une petite histoire par rapport à ça. Moi j'ai été en couveuse et parce que j'étais grande prématurée à l'époque et en fait quand je suis rentrée chez moi, mes parents ont décidé de me baptiser et ils ont fait venir un prêtre à la maison et le prêtre, alors moi j'étais prête à être baptisée, tout allait bien, tout le monde était là et le prêtre il fouille dans ses poches et il devient tout rouge et ma mère elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit je me suis trompée d'huile. Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous avez pris comme huile? Les huiles de l'extrême onction. Donc évidemment, ça a beaucoup fait rire ma mère, bon un peu moins mon père.
Et c'est un peu comme ça que je suis venue à la psychogénéalogie, parce qu'il fallait absolument que je comprenne pourquoi on voulait déjà m'enterrer alors que j'étais à peine née. Il fallait que je comprenne. Et donc j'ai cherché, et j'ai appris que j'avais un frère qui était mort-né, qui était né quelques jours dans le même mois que moi, et que le deuil de cet enfant n'avait toujours pas été fait. Et encore, en mars, là, je suis allée en Normandie, parce que moi je suis normande d'origine. Je suis allée en Normandie chez mon frère. On a planté un arbre pour mon frère Eric pour le remettre à sa place. Et je crois que là, c'est bon maintenant. Mais on a beaucoup travaillé pour lui redonner sa place. Et donc ça c'est aussi en lien avec mon projet Sens à moi. Et c'est aussi pour ça que je fais de la psychogénéalogie. Et c'est pour ça que ça me plaît et que j'y trouve du plaisir. Et donc ça parle aussi de l'impact du projet Sens sur nos vies. Donc, après, je voulais vous parler aussi de la place. Donc, la place dans la fratrie, il y a des correspondances. Donc, les enfants qui sont sur le niveau horizontal, c'est-à-dire, on parle souvent des aînés, 1, 2, 3, où on parle des moyens, 4, 5, 6, et des petits, 7, 8, 9. Donc, c'est des enfants souvent qui sont élevés ensemble. Donc ils vont avoir une connivence, etc. Parce qu'évidemment, il y a plus d'années d'écart entre le premier, par exemple, et le 7e. Et après, il y a des correspondances aussi en verticale entre l'enfant numéro 1, le 4 et le 7, entre le 2e, le 5e et le 8e, ou le 3e, le 6e et le 9e. Donc, juste là maintenant, je vais vous parler des places. Et donc, si je vous parle de la place numéro 1, ça vaudra aussi pour la 4e et pour la 7e. Et voilà, si je vous parle de la place numéro 2, ça vaudra aussi pour le 5e et le 8e. Et si je vous parle numéro 3, ça vaudra aussi pour le 6e et le 9e. Donc, on y va. Le premier, donc, c'est l'enfant unique. Donc, lui, il reçoit toutes les projections des parents et aussi des deux lignées parce qu'il est unique. Donc c'est un enfant qui doit être un peu l'idéal de ses parents. Et il y a donc beaucoup d'attentes à son égard. Et c'est un enfant qui ne sera pas très tranquille dans le sens où il aura toujours l'attention de ses parents. Ils iront voir s'il a rangé sa chambre, s'il a fait ses devoirs, etc. Donc des fois, il en a un peu marre d'être le point de mire de ses parents. Et donc il aura envie de trouver son propre chemin. Et peut-être il se mariera tôt juste pour échapper à la famille, parce que ça lui pèsera trop. Mais d'un autre côté, sortir du clan, ça sera difficile parce qu'il aura l'impression d'abandonner ses parents. Parce que évidemment, comme il est tout seul, il n'aura pas non plus les joies de la fraternité, parce que, bon, à moins qu'il ait des cousins, mais c'est quand même pas la même chose. Donc il pourra se sentir seul, et il sera d'autant plus seul si ses parents sont aussi des enfants uniques, parce que la solitude de l'enfant sera renforcée par la solitude des parents. Ça sera une toute petite famille. Et il se peut qu'un des parents le prenne comme un frère ou une sœur. L'aîné, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut déclencher le mariage de ses parents. C'est pareil aussi pour l'enfant unique, ça. Il crée ses parents. C'est par lui, par l'aîné, par l'enfant unique que les parents deviennent des parents. Si c'est un garçon, il sera porteur de l'héritage familial. Donc, par exemple, dans les familles d'agriculteurs, c'est souvent eux qui reprennent les fermes, etc. Et si c'est une fille, surtout si c'est une grosse fratrie, elle sera un peu la collaboratrice de la maman, petite maman des autres petits frères et sœurs. Ça, c'est pas non plus une place facile parce qu'à chaque fois, ça fait ce qu'on appelle des enfants parentifiés, des enfants qui ont trop de responsabilités très vite. Et c'est des personnes qui, quand ils deviennent adultes, n'ont pas forcément envie de faire des enfants, parce qu'ils ont déjà eu leurs enfants, qui étaient leurs frères et sœurs. Donc attention, parce que ça peut changer une vie aussi. L'aîné, il porte souvent la responsabilité d'être le substitut parental, c'est celui qui va garder les petits frères et sœurs. Il est souvent investi par les parents, et le fait qu'on le prenne comme nounou, on pourrait dire un peu de ses frères et sœurs, ça va l'isoler de la fratrie, parce que ça le sort de la fratrie, ça lui donne une responsabilité. Il sera valorisé par les parents, mais il ne sera ni avec les parents, ni avec les enfants, parce qu'il n'aura pas la complicité et les jeux qu'il pourrait avoir avec ses frères et sœurs. Donc c'est une place un peu pas très confortable.
Ah oui, et puis aussi, il peut être en lien avec le grand-père maternel, parce que la maman fait aussi un enfant pour son père, quelque part. Et aussi, il sera, comment dire, impacté, attendu par la branche paternelle. Le premier enfant est souvent attendu par la branche paternelle. Le deuxième enfant est souvent attendu, impacté par la branche maternelle. Il y a souvent peu d'écart aujourd'hui dans les familles d'aujourd'hui entre les deux enfants. On dit aussi que le deuxième, ça fait un enfant pour chaque parent. D'ailleurs, on le voit quand les familles se promènent. Il y en a un qui tient la main d'un enfant et l'autre qui est dans la poussette. Ça se voit assez souvent. Et voilà, il est souvent impacté par la branche maternelle. Et c'est aussi, souvent les parents veulent un enfant du sexe opposé. Si c'est un enfant du même sexe, eh ben, il est peut-être un peu moins accueilli que si c'est un enfant du sexe opposé. Et la place du deuxième devient difficile quand il y a un troisième, parce qu'après il est coincé entre le premier et le troisième. Et surtout si, par exemple, il y a 2 garçons et une fille, la fille est attendue depuis le deuxième enfant, donc elle va être un peu précieuse. L'enfant aîné, c'est l'aîné, et celui du milieu, il se retrouve un peu entre les deux. Et il peut y avoir soit une rivalité avec le frère aîné, ou alors il peut aussi le prendre pour modèle, ou ils peuvent être complices aussi. Dans le meilleur des cas, c'est bien. Et le troisième, c'est l'enfant qui est libre de toute influence. Alors moi j'aime bien ça parce que c'est un enfant qui fait bouger les lignes dans la famille souvent. C'est par exemple dans une famille de globetrotters, il sera sédentaire, dans une famille de littéraires, il sera matheux, dans une famille de chefs d'entreprise, il sera fonctionnaire par exemple. C'est souvent un enfant qui secoue le cocotier et ça c'est intéressant. Il amène des choses nouvelles dans l'arbre. Le troisième enfant, il n'est pas toujours désiré par les 2 parents. Donc dans ces cas-là, il peut être très aimé par un de ses parents et un peu moins par le deuxième. C'est celui aussi que la maman voudrait garder parce que c'est souvent le dernier. Et donc c'est la fin de sa maternité et quelque part, elle le chérit un peu plus. Donc elle voudrait le retenir. C'est un peu comme elle voudrait retenir sa jeunesse, on pourrait dire. C'est à lui qu'on demande de s'occuper de ses parents, parce que c'est le bâton de vieillesse. Et il restera toujours le plus jeune de sa fratrie toute sa vie, on dira toujours le petit Jean, et des fois même à 60 ans, quand les autres en ont 70, ça peut être agaçant. Et aussi, il y a souvent plus d'écart maintenant avec le dernier né, c'est souvent le petit ravisé, il y a souvent les premiers qu'on mettons 10 et 8, et après il y en a un troisième qui arrive, il est loin après les aînés. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter sur la psychogénéalogie. Je vais laisser Hélène conclure. Et écoutez, on est là pour répondre à vos questions. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. Donc on va conclure sur cette image, parce que dans le Tao, on dit que l'utérus, c'est le miroir de notre cœur. Et finalement, notre cœur, c'est un petit peu comme notre soleil intérieur. Donc en définitive, voilà, cet utérus, c'est comme une lune qui va croître de mois après mois et qui va mettre en lumière en fait ce qui peut se cacher dans les profondeurs de notre océan. Donc il peut y avoir des peurs profondes, ancrées, qui vont être mises en lumière. Il peut y avoir certains morts qui n'auraient pas été conscientisés. Mais il y a aussi beaucoup de trésors qui se cachent dans les profondeurs de notre océan. On dit souvent que c'est dans le plus sombre qu'on trouve le plus sacré. Et finalement, voilà, cette grossesse, ça nous invite à aller voir ce à quoi on n'a pas accès finalement en temps normal. Et cette lune, elle joue avec l'eau. Donc parfois, ça peut être les grandes marées émotionnelles pendant la grossesse, il faut accueillir. Et la naissance, c'est ça, c'est un acte qui est totalement océanique. C'est-à-dire qu'au début, ça va être des petites vagues, bien espacées, qui vont vous permettre de vous adapter un petit peu à ce climat océanique. Et puis au fur et à mesure, elles vont se rapprocher, elles vont être de plus en plus fortes. Vous allez parfois être prise un petit peu dans la mousse de ces vagues. Et puis vous laissez porter justement par ces vagues. Et comme une baignade dans l'océan, à aucun moment vous allez tourner le dos aux énormes vagues. Il faudra être totalement présent là dans cette baignade et accueillir justement le fait que vous vous transformiez vous aussi en eau. Et les compagnons, c'est un petit peu le roc. C'est ce qui vous permet justement ce socle solide qui vous permet, ou les compagnes,
les personnes qui vous accompagnent, voilà, ça va être ce lien avec la matière qui va vous permettre justement de lâcher encore plus prise. Voilà. Et donc en définitive, voilà, tout se passe vraiment sur le chemin. Et ça va vraiment vous permettre, cette grossesse, de nettoyer vos vieilles mémoires, toutes vos pensées limitantes. C'est un petit peu comme si on prenait le tapis et que, hop, on retire toute la poussière. D'un coup, vous allez avoir des moutons de poussière qui vont partir de vous. Et vos petits fascias, là, un petit peu comme des cordes d'harpe, vont pouvoir vibrer. Pour que vous puissiez vibrer, là, toutes vos petites glandes elles vont se mettre à vibrer et vous allez retrouver justement cet état d'être, cette unité du corps et de l'esprit pour vous ouvrir à beaucoup plus grand. Changer de dimension, quitter le personnel, passer à du transpersonnel. C'est-à-dire que toutes ces vieilles mémoires, on les a accueillies, c'est OK, et on va pouvoir passer à autre chose. Et ça, finalement, c'est cette naissance, cet être qui arrive, il va révéler notre nature profonde. Et vous le verrez, quand vous rencontrez votre enfant, le premier regard qu'il vous porte, c'est un regard d'éternité qui vous permet de vous rappeler de qui vous êtes à la base, comme lui avant. C'est-à-dire que vous êtes des êtres d'amour et de lumière. Voilà. Donc, on va vous mettre une petite chanson pour clôturer cette conférence. Ça vous permettra de trouver le temps de... Voilà, si vous avez des questions pour la suite.